Les Defenders pourraient revenir très bientôt, un méchant culte de Spider-Man qui va refaire surface, les Thunderbolts qui ne divisent plus tant que ça, la durée des prochains films Avengers qui se précise, un premier mort teasé dans Thunderbolts, et Robert Downey Jr. qui s'investit tellement dans les projets dans lesquels il joue chez Marvel qu'on se demande si c'est pas le prochain Kevin Feige. Bienvenue dans le décryptage Marvel où dorénavant chaque semaine, on fait le point sur le meilleur des news et des rumeurs croustillantes du côté MCU Marvel, et aujourd'hui une pluie d'informations les gars. Petite nouveauté, les décryptages Marvel seront dorénavant chapitrés pour vous permettre de naviguer en toute tranquillité entre les news, et vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, et ça chaque semaine. Alors surtout abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour tenir au courant, on lâche le pouce bleu, et n'hésitez pas à défoncer la zone commentaire puisque chaque semaine je prendrai une de vos questions, théories, idées, et j'y répondrai en fin du prochain décryptage. Donc semaine prochaine, c'est vous qui êtes au devant de la scène. Et on commence avec une rumeur qui affole la communauté Marvel. Le retour des Defenders dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Selon Alex Perez, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist pourraient refaire surface dans le MCU. Après que Netflix ait sacrifié ces personnages comme un mauvais plan marketing, il semblait qu'on ne les reverrait jamais. Les droits maintenant sont revenus du côté de chez Marvel Studios et un par un, ils pourraient réintégrer le game. Charlie Cox a déjà eu droit à son retour triomphal, ça va bientôt être au tour du Punisher dans les prochains épisodes, alors pourquoi pas toute la team? Rappelons aussi qu'on avait eu vent que dans la saison 1 de Daredevil Born Again, c'est Jessica Jones qui aurait dû apparaître à la place du Punisher, mais que par souci de planning, c'est John Bernthal qui s'est immiscé dans la vie de Hell's Kitchen. Saison 1 de Daredevil qui d'ailleurs, en met plein la vue à tout le monde. En 5 jours de diffusion, la série a enregistré déjà plus de 7,5 millions de vues sur ses 2 premiers épisodes, ce qui en fait pour cette année le plus gros lancement sur Disney+. Comme quoi, Disney a tout à gagner de refaire de l'ancien Marvel et de faire revenir les Defenders de Netflix. Ce qui relance une certaine question, va-t-on revoir Danny Rand, le Iron Fist que tout le monde déteste, non seulement pour le niveau de sa série qui était en soi pas ouf globalement, mais aussi pour le jeu de l'acteur, décrit comme beaucoup comme sortant tout juste de l'école d'acting. En tout cas, hâte de voir cette équipe de nouveau à l'écran, je suis persuadé qu'avec une bonne écriture, on peut arriver à quelque chose de phénoménal, et c'est vrai que de mon côté, je trouve que la série Defenders sur Netflix n'aura pas vraiment rendu service. On a eu de très bonnes séries du côté de Netflix, mais alors là, le Avengers-like avec tout le monde de regroupé, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'était pas au niveau du reste. Mais ça n'en reste pas moins excitant. Une saison 1 de Daredevil Born Again, dont la fin pourrait teaser directement la saison 2 de Hawkeye, voilà, dont on avait quelques rumeurs, on savait pas si ça arrivait, si ça arrivait pas, et il semblerait que la saison 2 d'Hawkeye arrive, avec comme grand méchant le propre frère de Clint Barton, Barney Barton. En termes de clichés, on est bien, ce mec c'est un peu le vilain qui a toujours vécu dans l'ombre de Clint et qui a décidé de se la jouer trickshot pour se venger. Niveau ambiance, la série serait inspirée de Die Hard, donc on peut s'attendre à un huis clos tendu avec des punchlines et des flèches dans tous les sens. Et vu que la saison 1 se passait à Noël, autant dire que Clint va encore passer très certainement des fêtes de fin d'année pourries. Je parle pas de chasse-neige, promis. Je sais pas ce que vous avez pensé de la saison 1 de Hawkeye, personnellement je trouve que c'était assez divertissant, c'était familial, ça cassait pas 3 pattes à un canard, mais à Noël ça passait crème on dira. Est-ce que je suis demandeur d'une saison 2 d'Hawkeye? Pas forcément, dans tous les cas on sait que Kate Bishop sera développée dans la suite des projets Avengers à venir, et ça c'est peut-être le point le plus important, donc est-ce qu'il fallait vraiment nous pondre une saison 2 d'Hawkeye? Je sais pas tellement. À mon avis, pour l'instant avec le peu d'informations que l'on a en tout cas, ça sonne beaucoup plus comme, voilà, on essaie de boucher un petit trou sur la case Disney+, parce qu'on sait pas trop quoi sortir, et c'est vrai que Hawkeye pour les fêtes, ça vous avait assez plu, donc on remet une couche. Mais à voir, voilà, je suis pas non plus en mode c'est de la merde, ça peut très bien se passer. Du côté de Spider-Man 4, une rumeur se confirme de plus en plus. Rappelez-vous, on est normalement sur un Spider-Man 4 qui va être beaucoup plus street level qu'autre chose, même si les dernières rumeurs veulent qu'on mélange le côté street level avec le côté multiversel. Vous allez me dire, ça a le temps de changer, mais si on suit la logique de ce qui est en train de se développer depuis la fin de No Way Home, on devrait quand même rester sur ce côté street level. Et il y a quelques semaines, mois de ça, je vous partageais une fameuse rumeur signée Daniel RPK qui disait que plusieurs méchants seraient notamment de retour, dont le Shocker. Shocker qui est l'exemple typique du méchant qui peut accentuer ce côté street level chez Spider-Man. Et bien Bokeem Woodbine, alias Shocker, a teasé son retour potentiel dans Spider-Man 4. Alors c'est vrai qu'il avait un rôle dans Homecoming qui était genre ultra anecdotique, mais cette fois, il reviendrait pour un rôle, on imagine, plus conséquent. L'acteur a aussi révélé qu'il avait discuté avec la production pour enfin porter le costume classique jaune et noir des comics, parce que oui, la dernière fois, on peut pas dire qu'on peut appeler ça un costume quand on l'a vu à l'écran. D'ailleurs, croyez-moi, vous ne voulez pas voir le costume du Shocker qui était normalement prévu pour les films de Tom Holland, il est désastreux. Pour l'instant, rien d'officiel, juste de l'interprétation
question, mais est-ce qu'on serait pas dans la fameuse continuité de cette malédiction autour de Spider-Man Sony avec des acteurs qui parlent beaucoup trop en interview et qui gâchent la surprise? Alors voir ce Shocker de retour, je sais pas si pour vous c'est une surprise, j'imagine que c'est quand même une moins bonne surprise que le retour de Doc Ock ou du Bouffon Vert par exemple, mais est-ce que ça en reste surprenant, est-ce que ça en reste plaisant? Une grosse nouveauté casting cette fois est officielle, c'est la star de Stranger Things, Sadie Sink, qui rejoint officiellement le casting dans un rôle inconnu mais décrit par Deadline comme étant important. Évidemment difficile de ne pas penser à Mary Jane, une vraie MJ, ce qui serait possible étant donné que pour rappel Zendaya joue Michelle Jones dans le MCU, un rôle créé de toutes pièces pour l'actrice. Les rumeurs en parlaient depuis un moment, notamment pour le rôle de Jean Grey, mais personnellement j'ai du mal à voir une mutante dans ce film, d'autant que son rôle est décrit comme important, ce qui pourrait aller dans le sens des rumeurs nous disant que Peter aurait un nouveau love interest dans Spider-Man 4. Après la fin de No Way Home qui tease un Spider-Man street level des comics, peut-être l'arrivée qui sait d'une nouvelle MJ qui remplacera celle qui énerve tout bon fan de Spider-Man en live action. Car oui, pour rappel, depuis Spider-Man 3, on n'a jamais eu une seule autre MJ. Une devait être présente dans The Amazing Spider-Man 2 mais a été malheureusement coupée au montage. Dites-moi donc en commentaire dans quel rôle vous la voyez, mais je vous cache pas qu'en MJ, le roux de Sadie Sink en plus de son talent d'actrice crèverait direct l'écran. Toujours du côté street level, parlons du film Thunderbolts. Vous l'avez vu, il y a un nouveau teaser trailer qui est sorti et en vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas vu pas mal de gens parler d'un trailer en particulier. Pourquoi? Parce que ce trailer est tout bonnement trop bien. C'est un trailer qui est sous le ton presque du film indépendant. T'as même pas l'impression de voir un Marvel en regardant ce trailer. Mais avant de vous partager ce qu'on a appris grâce à ce trailer, j'ai quand même envie d'apporter mon point de vue, puisque oui, c'est ultra chaud ce qui est proposé, ça change totalement de ce qu'on a l'habitude de voir en guise de trailer, mais le souci, c'est que en fait je me méfie beaucoup. Je me méfie beaucoup parce que jusque là on a eu 3 teasers, 3 trailers, appelez ça comme vous voulez, on a eu 3 teasers trailers, et à chaque fois qu'on a eu ces extraits, j'ai eu l'impression de voir un film différent avec un ton différent, comme si à chaque fois il visait un public différent. Ce qui fait qu'au final, j'ai pas forcément d'attente ni d'avis sur ce que va être le film final. Est-ce qu'on va être sur ce fameux film avec des personnages torturés qui vont utiliser l'humour pour dédramatiser certaines situations? Est-ce que le film va être plus drôle que dramatique? Est-ce qu'au final on va pleurer, on va se retrouver avec un des films Marvel les plus dark jamais vus? Et qu'en est-il de Sentry là-dedans? Mais force est de constater que le film suscite de plus en plus ma curiosité me concernant. On peut pas dire que je sois ultra hypé puisque la direction qu'ils vont prendre avec ces Thunderbolts, quand on suit un petit peu l'actualité, on la connaît en large en tout cas. On sait aussi que Sentry, bon, si on connaît le personnage, ça m'étonnerait qu'il soit exploité à son plein potentiel. Mais vous savez quoi, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un film Thunderbolts. En tout cas de ce film-là. Rappelons que les Thunderbolts, normalement, c'est pas forcément ça. En tout cas, je suis très curieux parce qu'en plus, on va sur l'héritage des Avengers. Vous l'avez vu, la tour est de retour. Et v'là-t-il pas que Jack Schreier, le réalisateur de Thunderbolts, a confirmé que la tour des Avengers appartient désormais à Valentina Allegra Desfontaines et a été rebaptisée la Watchtower. Watchtower qui dans les comics est le QG de Sentry qui l'alerte en cas de situation d'urgence, même si ici ça sera réadapté pour que la tour appartienne à Val, qui pourrait non seulement servir d'héritage au film Avengers et enfin avoir cette tour Avengers qui va être utile tout bonnement à New York, mais surtout un QG qui sera beaucoup plus organisé que nos Avengers. Parce que nos Avengers, bien qu'on les ait vus plusieurs fois dans cette fameuse tour, on peut pas vraiment dire qu'ils aient tiré le plein potentiel de ces murs. À chaque fois qu'on a un film Avengers, on nous apprend qu'en début de film, ils sont dispersés à droite à gauche de la galaxie ou de la Terre et qu'ils finissent ensuite par se réunir. Et disons que la tour Avengers, c'est juste le temps de changer de chaussettes, de caleçons et de partir en bataille. Là, on aurait quelque chose peut-être de beaucoup plus militarisé, donc totalement sous un autre ton, très certainement d'ailleurs sous le contrôle du gouvernement puisque appartenant à Valentina. Donc ça peut être un petit changement qui va faire son petit kiff. La question c'est en combien de temps Sentry va l'exploser en deux et combien de temps va-t-elle tenir dans le MCU? Ça c'est la question. Et d'ailleurs cette bande-annonce laisse potentiellement entendre que Taskmaster va tout bonnement claquer dans ce film et de manière très précoce d'ailleurs. On voit en fait que tous les personnages sont cités dans la bande-annonce sauf celui de Taskmaster. Et on peut pas dire aussi que jusque là on nous ait donné plein d'indices sur le fait qu'elle puisse survivre très longtemps dans le film. Voilà, à chaque fois qu'on la voit c'est à peu près les mêmes plans. Niveau marketing elle est très peu présente, ça sent un peu mauvais. Sachant que Sentry sera l'antagoniste du film et que ce mec a la force de 1000 soleils explosant en même temps, en tout cas dans les comics, mais je mets mon petit doigt sur le fait qu'ils aient voulu introduire une espèce de super sérum amélioré, qu'ils aient relancé le programme sur un nouveau cobaye et que ça a encore une fois mal tourné. On peut se dire que ces fameux Thunderbolts vont sacrément morfler. Est-ce que sa mort aura un impact réel? Pour l'instant pas tellement.
je pense que tout le monde s'en fout à peu près de Taskmaster, qui a été donc introduite dans Black Widow, qui a été vachement modifiée par rapport aux comics, et elle n'a pas eu un énorme impact parce que le film n'a pas eu un énorme impact. Donc potentiellement que Taskmaster servirait juste de bouc émissaire pour comprendre tout bonnement à quel point Sentry est impitoyable puissant, ou comprendre à quel point les enjeux sont impitoyables dès le début du film. Marvel a également été impitoyable sur Captain America Brave New World. Alors je vais pas refaire toute la critique, vous avez assez de vidéos qui sont disponibles sur la chaîne si vous voulez connaître mon avis. Vous savez que c'est un film qui est malade, qui a eu une production totalement chaotique, avec un personnage en son centre qui n'était pas forcément vendeur. D'où le fait d'avoir mis un Red Hulk à la fin du film, et aussi le fait d'avoir absolument tout gâché dans les bandes annonces. La question que moi je vous pose en commentaire, c'est est-ce que d'après vous, si jamais ils avaient pas mis Red Hulk dans la bande annonce, et que donc il n'y aurait pas eu forcément ce truc de hype en mode bon, je m'en moque un petit peu de Captain, mais il y a Red Hulk donc j'y vais, est-ce que ça n'aurait pas permis d'avoir une giga surprise lors du film et d'avoir un bouche à oreille qui aurait permis l'accélération du box-office, puisque à ce jour, au moment où je tourne cette vidéo, Captain America 4 avoisine les 400 millions et très peinement, ce qui fait qu'à ce jour, avec les coûts de marketing, le film n'a toujours pas été rentabilisé, ce qui veut dire que pour l'instant, vous pouvez totalement oublier un film Captain America 5 porté par Sam Wilson. Et figurez-vous que ça a été le long sujet en interne de chez Marvel Studios, puisque le réalisateur Julius Ona a révélé qu'une apparition de Hulk avait été envisagée dans Captain America Brave New World, mais que l'idée a finalement été abandonnée. L'idée de base était assez tentante, apparemment on aurait vu un Captain et un Hulk en train de s'allier pour défoncer peut-être un Red Hulk, sauf qu'ils se sont dit qu'un Bruce Banner, un Hulk, ça allait totalement piquer la vedette à un Sam Wilson, que pour un premier film solo, c'était pas forcément très top de pas le faire briller tout de suite. Est-ce que Sam Wilson a brillé dans ce film? À vous de décider. Il y avait aussi cette frustration de la part des fans de voir que on a enfin un Red Hulk, mais qu'on n'a pas eu droit à ce fameux combat mythique entre Hulk et Hulk rouge. Mais je suis assez d'accord et je comprends totalement les doutes en interne de Marvel Studios à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour ça que tous les sidekicks qui étaient de base prévus pour le film étaient des personnages qui étaient peu connus ou en tout cas peu hypants de la part du public Marvel. Si t'avais mis Bucky durant tout le film, les gens seraient venus juste pour Bucky et pas forcément pour en apprendre plus sur ce Captain America. En interne, c'est du côté d'Avengers, Doomsday et Secret Wars que ça commence à faire couler de l'encre. Le tournage va commencer de manière imminente et on commence à avoir de plus en plus d'informations, si on peut appeler ça comme ça. Déjà, Joe Russo a confirmé que Robert Downey Jr. était à fond dans la création de Doctor Doom, jusqu'à bosser lui aussi sur l'écriture de son personnage, son costume, bref, il est encore plus impliqué qu'un réalisateur d'un film Marvel en plein reshoot. Certains pourraient voir une forme d'égocentrisme là-dedans, puisque Robert Downey Jr. de base, faut quand même le préciser, il a fait un giga braquage avec ses films, il a été giga bien payé, a pu poser ses conditions dans un moment où Disney savait plus trop quoi faire pour ramener le public Marvel et où il savait que ramener un Robert Downey Jr. c'était vraiment voilà la recette magique. Donc forcément il en a profité et il a eu raison, service de sécurité privée, jet privé, salaire à 48 chiffres. Mais au-delà de ça, moi je trouve que ça fait plaisir de voir que l'acteur il est quand même assez impliqué dans son rôle, et si Joe Russo ce qu'il dit c'est confirmé, si c'est bel et bien vrai, ça montre que Robert Downey Jr. a un intérêt tout particulier dans le rôle. J'ai vu certaines personnes se moquer du fait que Robert Downey Jr. aurait refusé de bosser sur le dernier Nolan The Odyssey parce qu'il était déjà casté en tant que Doom dans les films Avengers. Mais les gars, vous oubliez un truc, déjà le salaire qu'allait proposer Nolan, je pense pas que ça allait être forcément le même que ce que Disney a fait en mode on lâche tout, on lâche toute la trésorerie sur l'acteur pour ramener les fans et créer le giga événement avec les 2 prochains films Avengers à venir. Et en plus, Robert Downey Jr. adore le MCU, adore Marvel. C'est après tout grâce à Iron Man que sa carrière a totalement décollé, que sa vie a changé du jour au lendemain, et je le voyais très mal passer à côté de ce qui semble être sa lettre d'adieu à Disney, au MCU, à Marvel. En tout cas j'espère, parce que bordel, si même après Doom, une fois qu'il sera vaincu, on nous fait revenir Robert Downey Jr. dans un autre rôle, là je sais pas si je vais tenir. Là j'arrêterai définitivement YouTube là, en fait. Concernant les Avengers, les frères Russo ont lâché une potentielle durée qui est vraiment pas surprenante, je vais pas m'arrêter 10 minutes là-dessus, y a pas besoin. Doomsday ferait environ 2h30 et Secret Wars tournerait autour des 3h. Grosso modo, c'est à peu près à quoi on s'attendait. On savait que les films allaient être un peu dans l'ère Infinity War Endgame, et on s'attend à ce que ce soit des gros films. Et en vrai, est-ce que ça vous rassurait que je vous dise finalement que je sais pas, Doomsday il fasse 2h56 et que Secret Wars fasse 3h08? Est-ce que vraiment c'est un gage de qualité? Et après tout, est-ce que c'est avec ou sans générique, puisqu'il y a quand même 45 minutes de différence, rappelons-le.
Bref, en tout cas, préparez-vous, le tournage est imminent, ça part sur 6 mois de tournage pour chaque film avec des tournages qui seront en continu, les acteurs ne vont pas s'arrêter. J'ai une petite pensée pour tous les acteurs qui vont faire des prépas physiques pendant 1 an en continu pour pouvoir tenir le costume et le rôle. Ça risque d'être chaud. Et pour finir, une petite page jeux vidéo, parce qu'ici on aime bien les jeux vidéo et qu'on n'en parle pas assez, mais là il y a du jeu vidéo, il y a du Marvel, ça tombe sur cette chaîne, c'est obligatoire. Puisque le jeu Marvel 1943 qui nous avait tous bluffé avec son trailer et ses expressions faciales totalement aberrantes serait prévu pour fin 2025. Un jeu qui sent bon la castagne en pleine Seconde Guerre mondiale. Franchement, qui va dire non à ça? Personne. Les frères Rousseau, eux à côté, ont été interrogés quant au développement de jeux vidéo et ont dit qu'ils étaient potentiellement chauds un jour de faire des jeux type tie-in autour d'Avengers Doomsday et Secret Wars par exemple. Donc pour rappel, les jeux tie-in, c'est des jeux qui, on va dire, sont des dérivés des films et qui sortent plus ou moins au même moment que les films, ce qui va en fait permettre la promotion du film en question. Ça a été beaucoup fait il y a genre 10 ans. Si vous posez la question pourquoi est-ce qu'on n'en fait plus, bah tout bonnement parce qu'on va dire 70-80% des jeux qui sont sortis sont pas vraiment considérés comme des bons jeux. Même si personnellement je trouve que l'idée d'avoir des jeux qui sont connectés au film, bah, ça reste assez sympa. Sans parler du fait que ce soit canon et qu'il faut obligatoirement jouer au jeu pour comprendre le MCU, ça c'est pas du tout envisageable. Mais potentiellement pouvoir proposer des arcs ou des développements de personnages qu'on n'a pas le temps, qu'on veut pas forcément développer en film, le mettre dans des jeux vidéo, bah ça pourrait être sympa. Moi je pense notamment à un jeu vidéo qui aurait pu sortir sur le Wakanda. Il y a plein de choses à faire, t'imagines? Un jeu vidéo à la sauce Witcher par exemple, ou un RPG-like qui se situe dans le Wakanda, mais ça serait giga incroyable. Voilà donc pour cette longue semaine de news, comme d'habitude avec tout le croustillant qui vous est réservé en une seule dose de vidéo, que ce soit en vidéo ou même sur les plateformes d'écoute maintenant. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de réagir en commentaire si vous voulez soutenir le projet, parce que les référencements c'est quand même très cool. Et si vous faites partie des gens qui écoutez ce podcast, n'oubliez pas de lâcher une petite note pour bien le référencer, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage, pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle critique, pour de nouvelles rumeurs, et en attendant, vive la chocolatine.